Nous sommes en 866, 150 ans après l'invasion musulmane de l'Espagne. 3 royaumes se partagent désormais la péninsule ibérique. L'émirat de Cordoue, le royaume des Asturies et le royaume de Pampelune, qui deviendra plus tard le royaume de Navarre. L'émirat musulman domine largement par sa puissance, mais sa grande instabilité interne offre une opportunité inespérée aux territoires chrétiens. Au prix de lourds sacrifices, ces derniers consolident leur position, et les Asturies émergent comme un adversaire redoutable, capable d'infliger de sévères défaites aux forces islamiques. Cette année-là, Alphonse III succède à son père, Ordonio Ier. Il hérite d'un royaume qui, parti des seuls territoires des Asturies et de Cantabrie sous le premier Alphonse, a désormais franchi la cordillère cantabrique et s'implante définitivement à Léon. La repopulation du fameux désert du Duero commence, cette zone tampon qui s'avère providentielle pour la survie du royaume asturien. Alphonse III a moins de 20 ans quand il monte sur le trône, mais son règne de 44 ans va marquer l'histoire. À la conquête de l'histoire. À peine monté sur le trône, le jeune Alphonse III affronte l'instabilité. Immédiatement, le comte Fruela de Lugo lui dispute la couronne, obligeant le nouveau roi à fuir auprès du comte Rodrigue de Castille. Mais l'usurpateur ne tient que quelques mois. Dès janvier 867, Alphonse reprend son trône et mate facilement les révoltes des Vascons et du comte d'Alava. Parallèlement, l'émir de Cordoue lance ses premières offensives. En 866 et 867, des raids sarrasins frappent l'Alava, suivis d'incursions contre Léon et le Bierzo. Cependant, Alphonse ne se contente plus de la défense. Dès 868, une stratégie offensive audacieuse se dessine. Le comte Vimara Pérez s'empare de Porto, marquant le début d'une politique d'expansion agressive qui va caractériser tout son règne. Le roi repeuple des localités près de Léon, se rapprochant progressivement du fleuve Duero. Cette politique de repeuplement est vitale, et le roi s'appuie largement sur les Mozarabes de Tolède et d'Andalousie qui fuient le joug musulman. Ces chrétiens endossent le rôle de colons et recultivent des terres abandonnées depuis des décennies. L'instabilité chronique d'Al-Andalus est le meilleur allié d'Alphonse. Ben Marwan, le Galicien, un noble muladi rebelle, se soulève près de Mérida. Après des péripéties militaires, il réussit à capturer Hachim ben Abdalaziz, le général favori de Muhammad Ier, et le remet au roi asturien avant de chercher refuge auprès de lui. Cette alliance inattendue offre à Alphonse 2 atouts majeurs. Il détient prisonnier le bras droit de son grand ennemi et gagne un puissant allié dans le camp musulman. Fort de cette position, il confie au comte Herménégilde Guiterres la conquête de Coimbra en 878. Même à l'est, la situation évolue favorablement. Les Banu Qassi, toujours rebelles au pouvoir central de l'émir, deviennent d'excellents alliés. La raison d'État pousse ces différents pouvoirs à s'unir contre Cordoue, permettant au royaume asturien d'assurer la sécurité de son flanc oriental. En 878, l'émir Muhammad Ier de Cordoue est déterminé à mettre fin aux ambitions grandissantes du roi asturien Alphonse III. Face aux alliances qui se multiplient autour du royaume chrétien, l'émir conçoit une vaste opération offensive destinée à neutraliser définitivement son rival. Son plan semble imparable. Une triple offensive coordonnée pour prendre Alphonse III en tenaille et l'écraser sous le nombre. La stratégie de Muhammad Ier s'articule autour de 2 axes principaux, impliquant en réalité 3 armées. La première, l'offensive majeure, qui vient de l'Est, est menée par son fils Al-Mundir, accompagné du redoutable général Walid ben Ghanim, et doit marcher sur Léon, le cœur du pouvoir asturien. Ses commandants sont des vétérans,
et ayant déjà fait leurs preuves l'année précédente. Leur mission est double. Avant d'attaquer Léon, ils doivent nettoyer la vallée de l'Èbre pour éliminer les alliés Banu Qasi d'Alphonse III. La seconde armée, qui vient du sud-est, est constituée de troupes levées dans la population. Problème, les troupes de Tolède, Guadalajara et Talamanca ne peuvent pas partir immédiatement car elles doivent d'abord terminer les moissons. Muhammad Ier calcule que le contingent d'Al-Mundir suffit pour affronter les Banu Qasi en premier lieu. Le reste des troupes rejoindra directement Léon une fois les récoltes achevées. La troisième armée, qui vient de l'ouest, constitue une offensive de diversion, qui est menée par Walid Ben Malik et doit pénétrer en Galice par le chemin de Coimbra, ouvrant un nouveau front à l'ouest. Ce plan ambitieux se transforme rapidement en piège. Au lieu des deux opérations coordonnées, 3 armées musulmanes avancent de manière dispersée, sans possibilité de soutien mutuel. Cette séparation des forces va provoquer leur perte. La première phase ne se déroule pas comme prévu pour Cordoue. Al-Mundir et Walid Ben Ghanim ravagent bien la campagne aragonaise, mais ils échouent devant Tudela et Saragosse. Les fils de Moussa, Ismaïl et Fourtoun résistent avec succès. Sans avoir atteint leur objectif principal, les forces cordobaises se dirigent vers Léon en suivant la vallée de l'Èbre. Désormais, 3 armées musulmanes convergent vers le royaume d'Alphonse III, celle d'Al-Mundir qui vient de l'est, celle des contingents agricoles de Tolède et Guadalajara qui viennent du sud-est, et celle de Warraq Ben Malik menaçant la Galice à l'ouest. Alphonse III démontre alors son génie tactique. Parfaitement informé des mouvements ennemis, il élabore une défense par ligne intérieure. Il confie au comte Herménégilde, qui vient de reprendre Coimbra, le soin d'affronter la menace galicienne à l'ouest, tandis qu'il se charge personnellement des 2 autres menaces convergentes. Stratège avisé, Alphonse décide d'attaquer d'abord l'ennemi qu'il juge le plus faible, les troupes de Tolède et Guadalajara, commandées par des chefs moins prestigieux et probablement fatigués par les travaux agricoles. Le premier choc est imminent. Alphonse III choisit méticuleusement son premier terrain de bataille. Il se positionne entre les rivières Obrigo et Terra, toutes 2 affluents de l'Esla, au sud-ouest de Benavente. Ce choix n'est pas fortuit. Une ancienne voie romaine traverse cette zone, franchissant les rivières à des points clés. Alphonse veut enfermer les musulmans dans cet espace limité par les cours d'eau. Le roi asturien et ses troupes s'embusquent dans une chenaie à l'ouest de la ligne de passage. Il attend patiemment que l'ennemi franchisse le pont des Arcos et s'engage sur la route. Le piège se referme avec une précision chirurgicale. Alphonse lance 2 détachements pour s'emparer des 2 ponts, coupant toute retraite aux musulmans. Puis avec le gros de ses forces, il attaque d'ouest en est. L'effet de surprise est total. Les musulmans, confiants et progressant sans précaution, sont pris au dépourvu à 70 km encore de Léon. Pris entre 2 rivières, sans possibilité de franchir les ponts désormais contrôlés par les chrétiens, le contingent musulman subit un massacre. Les chroniques parlent de 13 000 morts dans leurs rangs. C'est un désastre complet. Sans perdre un instant, Alphonse III et ses vainqueurs se dirigent vers la 2e force musulmane, l'armée principale commandée par Al-Mundir et le général Walid Ben Ghanim, qui se trouve près de Mansilla, au sud-est de Léon. Al-Mundir apprend le désastre de Polvoraria en arrivant près de Mansilla. Cette nouvelle brise le moral de ses troupes, déjà fatiguées par un long périple depuis Cordoue. Le fils de l'émir, évitant l'affrontement, cherche immédiatement à regagner ses bases pour sauver ce qui peut l'être. Alphonse III, galvanisé par sa récente victoire, refuse de laisser échapper cette opportunité stratégique. Meilleur connaisseur du terrain que son ennemi, il se lance à sa poursuite et le rattrape dans la vallée de Valdemora, à 30 km au nord-est de Benavente. La bataille est expéditive. Alphonse fond sur les troupes islamiques en retraite, descendant au galop les pentes qui le séparent de l'ennemi. Bien qu'Al-Mundir et Walid Ben Ghanim échappent à la mort, ils ne peuvent empêcher l'anéantissement de leur armée. C'est un second désastre pour Cordoue en quelques jours.
Pendant qu'Alphonse III remporte ses victoires éclatantes à Polvoraria et Valdemora, la troisième offensive musulmane à l'ouest connaît le même sort désastreux. Al-Warraq ben Malik, qui dirige l'expédition, dévaste initialement la campagne lusitanienne, comme prévu. Mais lorsqu'il met le siège devant Coimbra, il se heurte à la résistance acharnée du comte galicien Herménégilde. Cette résistance n'est pas un hasard. Herménégilde vient tout juste de s'emparer de la ville sur ordre d'Alphonse III, et il connaît parfaitement ses défenses. Après des combats acharnés et des pertes considérables, Al-Warraq doit lever le siège et battre en retraite. C'est la troisième défaite musulmane consécutive, scellant l'échec total de la triple offensive de Muhammad Ier. Le triomphe d'Alphonse III est si éclatant qu'il provoque un bouleversement diplomatique sans précédent. Pour la première fois de l'histoire, les Arabes envoient des ambassadeurs au roi asturien pour demander la paix. Alphonse accepte une trêve de 3 ans, marquant une révolution dans l'équilibre des pouvoirs péninsulaires. Le petit royaume chrétien a démontré qu'il peut non seulement résister au colosse musulman, mais le battre et lui imposer ses conditions. Les 2 victoires éclatantes d'Alphonse III à Polvoraria et Valdemora lui offrent une trêve de 3 ans. Le roi asturien ne perd pas un instant, utilisant intelligemment cette période de paix relative pour consolider sa position et préparer l'avenir. Sur la frontière occidentale, il sécurise les terres portugaises récemment conquises, entre le Duero et le Mondego. C'est une œuvre de repopulation massive. Braga, Porto, Coimbra, Lamego et Viseu voient affluer de nouvelles populations chrétiennes qui transforment ces territoires disputés en de véritables bastions durables. À l'est, où la frontière reste particulièrement vulnérable aux raids musulmans, Alphonse adopte une stratégie défensive ambitieuse. Il ordonne la construction d'une ligne de châteaux stratégiques. Ces forteresses créent un mur défensif sur les principales routes d'invasion musulmane. Dans le domaine diplomatique, Alphonse cultive ses alliances cruciales dans la vallée de l'Èbre. Il envoie même son propre fils, Ordonio, à la cour de Saragosse pour y parfaire son éducation. Ce geste scelle symboliquement l'amitié avec les puissants Banu Qassi, une alliance qui sera essentielle face aux futures offensives de Cordoue. Quand la trêve expire en 881, Alphonse III ne se contente pas d'attendre l'ennemi. Il prend l'initiative de manière spectaculaire. Accompagné de son allié renégat, Ben Marwan, le Galicien, il lance une incursion profonde en territoire musulman, démontrant que la puissance asturienne peut désormais porter la guerre directement chez l'ennemi. La stratégie d'Alphonse révèle sa maturité tactique. Pour masquer ses véritables intentions, il simule d'abord une marche sur Tolède, traverse le Tage, puis bifurque brusquement vers l'Estrémadure, terre natale de son guide. L'objectif n'est pas Mérida, trop bien défendu, mais le château isolé de Dobal, au sud de Badajoz. Alphonse s'en empare et passe la garnison au fil de l'épée. Le butin matériel de cette incursion reste limité, mais le prestige politique d'Alphonse III s'en trouve considérablement renforcé. Il a démontré sa capacité à pénétrer les défenses d'Al-Andalus, frapper l'ennemi et en ressortir victorieux. Cette audace oblige l'émir Muhammad Ier à réagir immédiatement. En 882, il lance une nouvelle offensive pour venger l'humiliation des défaites précédentes. Le plan reprend le schéma de 878, mais avec des modifications importantes. L'offensive principale, toujours dirigée par son fils Al-Mundir, suit la vallée de l'Èbre vers Astorga et Léon. Cette fois, Muhammad Ier évite délibérément l'Estrémadure, se méfiant de la présence de Ben Marwan. Il choisit d'affronter ouvertement les Banu Qassi rebelles. L'innovation majeure concerne l'offensive secondaire. Muhammad planifie une opération navale, pariant sur l'incapacité asturienne à résister à un débarquement maritime. Mais la nature en décide autrement. La flotte andalouse est détruite par une tempête. L'armée terrestre échoue une nouvelle fois devant Saragosse et Tudela, s'usant moralement et physiquement contre la résistance acharnée des fils de Moussa. Un événement inattendu vient alors renforcer l'armée musulmane. Muhammad, fils de Loub, neveu des Banu Qassi jusqu'alors alliés d'Alphonse III, fait défection et rejoint les forces cordobaises.
Galvanisées, les troupes musulmanes redoublent d'efforts et attaquent les châteaux asturiens. Cellorigo, Pancorbo résistent efficacement, mais Castro-Guériz, encore inachevé, est abandonné avant même l'assaut. Comme 4 ans plus tôt, Alphonse III attend l'armée musulmane au nord de Mansilla. Mais la situation diplomatique est devenue l'arme la plus puissante. Hassim Ben Abdelaziz, qui détient le commandement effectif, n'est pas disposé à risquer une bataille incertaine, car son fils est otage d'Alphonse III. Contre l'avis d'Al-Moundir, Hassim envoie des ambassadeurs pour négocier. Il offre de riches présents en échange de la libération de son fils, et Alphonse III remporte une nouvelle victoire diplomatique. Il accepte les cadeaux et libère le fils de Hassim contre 2 prisonniers de la famille des Banu Qassi, renforçant ainsi ses liens avec les chefs de la vallée de l'Èbre. En 883, les derniers mois du règne de Muhammad Ier, une ultime offensive reprend le même schéma défaillant et échoue encore face aux défenses chrétiennes. Cette campagne marque la fin des grandes offensives musulmanes contre Alphonse III. Les problèmes intérieurs de l'émirat obligent Muhammad Ier à établir des trêves durables. Paradoxalement, ce sont désormais les anciens alliés d'Alphonse III qui deviennent dangereux. Les descendants de Moussa ben Moussa, menés par le redoutable Muhammad ben Loup, lancent des raids dévastateurs contre l'Alava et la Castille en 886 et 891, freinant l'expansion asturienne vers l'est. Ces attaques confirment que la perte de l'alliance avec les Banu Qassi représente un coup dur pour Alphonse III, l'obligeant à maintenir des forces importantes sur une frontière orientale désormais hostile, et le privant d'alliés précieux qui attiraient auparavant les efforts militaires de Cordoue. L'équilibre des forces a changé, mais la guerre, elle, continue. En 901, un nouveau péril inattendu menace les frontières méridionales du royaume asturien. Cette fois, l'assaut ne vient pas du pouvoir officiel de Cordoue, mais d'un aventurier illuminé nommé Abu Ali Abd al-Sarria. Cet homme parvient à convaincre Ahmad ben Muawidja, un petit-fils d'Hichem Ier, à se proclamer Mahdi et de lever une puissante armée. Un Mahdi, dans la tradition islamique, est le guide messianique attendu pour rétablir la justice et la vraie foi à la fin des temps. L'objectif de cette armée est clair, Zamora. Cette ville sur le Duero présente un enjeu stratégique majeur. Abandonnée pendant des décennies, elle s'est transformée depuis sa reconquête en un avant-poste d'où partent les incursions chrétiennes contre les terres musulmanes. Face à l'incapacité de l'émir de Cordoue à intervenir, trop occupé par ses problèmes intérieurs, les populations locales accueillent avec enthousiasme la proposition d'Ahmad de marcher contre Zamora. Mais comme souvent dans l'histoire, cette armée musulmane porte en elle le germe de sa propre destruction. Parmi les troupes d'Ahmad se trouve un chef d'Estrémadure, Zou al-Ben Yaïs, qui s'inquiète de son avenir et de son autorité en cas de victoire du prétendu Mahdi. Une tension profonde s'installe, rappelant étrangement les trahisons qui ont marqué la bataille de Guadalete. L'armée musulmane établit tout d'abord son campement au sud du Duero, face aux murailles de Zamora. Ahmad envoie ses émissaires à Alphonse III pour exiger la reddition de la ville. Le roi asturien refuse catégoriquement. Le 9 juin 901, la bataille commence avec une intensité remarquable. Le combat se distingue par le rôle prépondérant de la cavalerie des 2 camps, déployée en avant-garde. Les charges se succèdent tout au long de la journée sans qu'aucun des 2 adversaires ne parvienne à prendre l'avantage. Quand la nuit tombe, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Le lendemain matin, les musulmans reprennent l'offensive avec une telle vigueur qu'ils obligent les forces d'Alphonse III à retraverser le fleuve. Les chrétiens se battent maintenant sur la rive nord du Duero. L'élan sarrasin devient si puissant que certains chrétiens, croyant la bataille perdue, commencent à battre en retraite. C'est précisément ce moment que choisit Zou al-Ben Yaïs pour révéler sa vraie nature. Il abandonne Ahmad et entraîne dans sa défection une partie importante de l'armée musulmane. Ce retournement spectaculaire change complètement la donne sur le champ de bataille.
Les troupes chrétiennes, galvanisées par cette défection inattendue, reprennent courage et contre-attaquent avec une force renouvelée. Elles obligent l'armée islamiste à se replier de nouveau au sud du Duero et les poursuivent jusque-là. À la tombée de la nuit, les chrétiens se retirent prudemment derrière la protection du fleuve. Le troisième jour marque l'apogée du combat. Dès l'aube, les forces chrétiennes se lancent une nouvelle fois dans la mêlée. Cette fois, les signes de la victoire se dessinent clairement à la tombée de la nuit. Fort de cet avantage, l'armée chrétienne décide de passer la nuit en plein champ de bataille et met le siège au campement musulman. Le 12 juin 901, la victoire chrétienne est consommée. Cette bataille marque un nouveau triomphe pour Alphonse III, démontrant une fois de plus la capacité du royaume asturien à repousser les menaces extérieures. Avec l'émir de Cordoue incapable d'attaquer et la menace du prétendu Mahdi anéantie, Alphonse III peut se retourner contre ses autres ennemis, notamment sur la frontière orientale. En 903, il lance une offensive contre Loup ben Mohamed, son ennemi de la vallée de l'Èbre, et il s'empare de la place d'Ibiyas et met le siège devant Granon. La réaction des Banu Qassi ne se fait pas attendre. L'année suivante, ils attaquent et conquièrent la place de Bayas, obligeant Alphonse à lever le siège de Granon. Ce coup d'arrêt illustre la persistance des difficultés sur cette frontière. Un événement providentiel change la donne en septembre 907. Loup meurt, tué au combat face au roi de Navarre. Cette disparition libère Alphonse III de son plus dangereux ennemi à l'est et lui permet d'organiser une nouvelle campagne contre Tolède l'année suivante. Mais les derniers moments du règne d'Alphonse III sont assombris par une révolte familiale. Ses propres fils se rebellent contre lui et lui arrachent le trône. Le vieux roi se voit contraint de se retirer à Boldes, en Asturie. Le royaume est alors partagé entre ses 3 fils, une division qui causera de nombreux problèmes dans les années à venir. Cette insurrection filiale marque tristement la fin d'un règne glorieux. Alphonse III meurt de mort naturelle à Zamora le 20 décembre 910, bouclant symboliquement sa carrière là où il avait remporté l'une de ses dernières victoires. Avec la mort du grand roi s'achève une étape cruciale. Le royaume des Asturies va bientôt céder la place au royaume de Léon. À ce moment, les frontières de cette monarchie bicentenaire atteignent leur extension maximale. Elles s'appuient sur le Mondego et le Duero, et progresse vers l'Èbre, à la frontière orientale. L'habileté militaire d'Alphonse III a rendu possible des victoires contre un ennemi plus fort, mais il faut reconnaître qu'il a bénéficié d'une situation d'instabilité chronique dans le camp islamique, qui ne se reproduira qu'au XIe siècle avec les royaumes de Taïfas. Face au chaos qui règne à Al-Andalus, une plus grande habileté politique lui aurait peut-être permis de fédérer tous les ennemis et mécontents de l'émirat musulman, raccourcissant ainsi la longue période de la reconquête. Revenons maintenant un petit peu en arrière pour nous intéresser à la situation à Al-Andalus. Pendant que le roi Alphonse III consolidait ses frontières au nord, l'Espagne musulmane traversait une crise profonde, qui explique en grande partie les succès chrétiens. Au-delà des conflits frontaliers avec les seigneurs rebelles comme Ben Marwan en Estrémadure, les Banu Qassi dans la vallée de l'Èbre, un troisième fléau plus insidieux menace la stabilité de l'émirat, ce que les chroniques appellent le banditisme. Cette appellation recouvre en réalité l'expression violente du mécontentement populaire face à l'intolérance raciale et religieuse croissante des gouvernements arabes, doublée d'une pression fiscale devenue insoutenable. Dans divers districts andalous, des bandes de prétendus bandits prolifèrent, agissant en relative impunité, car les gouverneurs locaux se révèlent incapables de maintenir l'ordre. Parmi ces rebelles émerge une figure qui va représenter la plus grave menace contre la domination arabe. Omar ben Hafsoun. Membre d'une famille aisée de paysans mouladis, des hispano-romains ou wisigoths convertis à l'islam, probablement d'ascendance noble, il rejoint un groupe rebelle après avoir tué un adversaire dans une rixe. Il fait de Bobastro une position quasi imprenable,
dans les hauteurs au-dessus du Guadalhorce, près de Ronda, sa base d'opération. L'audace et la fréquence de ses coups de main finissent par alarmer le pouvoir central. Cordoue réussit tout d'abord à obtenir sa reddition. Il l'invite à résider dans la capitale, où il sert dans la garde de l'émir. Écœuré par la discrimination à l'encontre des non-arabes, il finit par regagner sa terre natale, récupère Bobastro, rassemble ses anciens partisans et reprend sa vie antérieure. Cette fois, son intention est de se forger un principat indépendant. En été 886, une armée dirigée par Al-Mundir, fils de Muhammad Ier, parvient à l'encercler. Mais la mort soudaine de Muhammad Ier à Cordoue oblige Al-Mundir à regagner précipitamment la capitale pour prendre le pouvoir, sauvant ainsi Ben Afsoun d'une défaite probable. La mort de l'émir déclenche une agitation qui mène presque à la ruine totale de la monarchie omeyyade. Cette situation de chaos, nous l'avons vu, permet aux chrétiens du Nord de se consolider et de s'étendre. Al-Mundir et Abdallah, les deux fils de Muhammad Ier qui se succèdent, doivent affronter cette crise majeure. Et Omar Ben Afsoun exploite habilement l'occasion. Il canalise le sentiment de rébellion des paysans mécontents du régime à cause des énormes exactions fiscales et des prestations personnelles arbitraires. Il rassemble des mouladis comme lui, mais aussi des Mozarabes, quelques berbères et même certains arabes révoltés contre le pouvoir central. Al-Mundir reprend personnellement la lutte contre Ben Afsoun pour récupérer les châteaux aux mains de l'insurgé. Les opérations commencent bien, mais la mort surprend Al-Mundir lors de ce siège, après seulement 2 ans de pouvoir, entraînant immédiatement la levée du siège. Abdallah succède à son frère et hérite d'une situation encore plus difficile. Sous son règne, la crise atteint son paroxysme. Les discordes civiles et les rébellions éclatent partout. Mouladis, berbères, arabes agissent tous indépendamment de l'émir dans les différentes régions d'Al-Andalus. Pire encore, les ennemis du pouvoir omeyyade agissent désormais fréquemment de concert, organisant et désorganisant des alliances selon les circonstances. La désintégration territoriale s'aggrave tant qu'en 889, quelques mois après l'accession d'Abdallah au trône, tout Al-Andalus subit une vague de révolte. La faiblesse d'Abdallah l'amène à accepter les faits accomplis et à reconnaître les situations de quasi-indépendance en échange d'une relation de vassalage, souvent purement nominale. Dans ce contexte, le rebelle de Bobastro ne reste pas inactif. Son domaine sous Abdallah s'étend du sud de Cordoue à la Méditerranée. L'émir lui reconnaît même son pouvoir sur la province de Malaga, contre un serment de fidélité nominal. Mais Ben Afsoun ne s'en contente pas et étend son pouvoir à presque toute l'Andalousie. Vers 899, selon la plupart des historiens, Omar Ben Afsoun prend une décision spectaculaire. Il se convertit au christianisme. Cette décision est accueillie avec enthousiasme par les Mozarabes, mais lui fait perdre une partie cruciale du soutien muladi non chrétien. Son pouvoir s'affaiblit progressivement, bien qu'il survive aux assauts constants jusqu'à sa mort naturelle en 917 sous le règne du futur Abd al-Rahman III. Pendant que le cœur d'Al-Andalus s'effondre, les territoires chrétiens pyrénéens poursuivent leur développement et leur consolidation. La Navarre s'affirme définitivement comme un royaume indépendant sous Sancho Garcés Ier, qui étend ses possessions en Rioja et établit sa cour à Nájera. La Catalogne, grâce à l'œuvre de Guifred le Velu, unifie 5 comtés et acquiert une indépendance de fait vis-à-vis de l'Empire carolingien. Seul l'Aragon, maillon faible de cette chaîne, doit supporter l'occupation de son territoire par la Navarre expansionniste. Cette période marque ainsi une transformation profonde de l'équilibre péninsulaire. Tandis que le pouvoir musulman s'effrite par des conflits internes incessants, les royaumes chrétiens se renforcent et s'organisent sur les ruines de l'autorité centrale, préparant les développements futurs de la Reconquista.